C'est un peu chiant. Le micro, il met du temps à s'activer à chaque fois. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous ai mis sur la cam des toutous parce qu'ils sont juste trop mignons en fait. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais vous en avez deux. Et c'est plutôt cool. Deux toutous pour le prix d'un. Voilà, voilà. Je m'excuse aussi, je n'ai pas pu faire de live après le The Event parce que en fait j'étais briefé avec une amie en calme. Et comme ça a fini à presque 1h du matin, je me suis dit, bon, pire, je vais lire un chapitre et au final, bah on va pas avancer du tout, donc voilà. Du coup, et ben on va commencer notre petit chapitre 6, même si y a pas grand, c'est pas grave. Let's go, on est là pour se faire plaisir. Chapitre 6. Coup de griffe et feuille de thé. Le lendemain matin, lorsque Harry, Ron et Hermione redescendirent dans la grande salle pour le petit déjeuner, ils virent Draco Malfoy occupé à raconter une histoire apparemment désopilante à tout un groupe d'élèves de Serpentard. Quand ils passèrent devant lui, il fit semblant de s'évanouir avec de grands gestes ridicules, et tout le monde éclata d'un rire et torniturant. Ne fais pas attention à lui, dit Hermione, qui se trouvait juste derrière Harry. Ne t'en occupe pas, ça ne vaut pas la peine. Et Potter, cria d'une voix aiguë de Pansy Parkinson, une élève de Serpentard, avec une tête de pékinois. Potter, les détraqueurs arrivent. Potter, oh mon Dieu, tu défailles. À la table des Gryffondor, Harry se laissa tomber sur une chaise à côté de George Weasley. Les emplois du temps des 3e années, dit George, en les faisant passer. Qu'est-ce qui t'arrive, Harry? Malfoy, dit Ron. Il s'assit de l'autre côté de George et lança un regard furieux à la table des Serpentards. George leva les yeux et vit Malfoy qui faisait à nouveau semblant de s'évanouir de terreur. Ce petit crétin, dit-il d'une voix calme. Il était beaucoup moins fier hier soir quand les détraqueurs sont venus fouiller notre compartiment. Tu te souviens, Fred? Il a failli faire pipi dans sa culotte, dit Fred, en jetant à Malfoy un regard de mépris. Je n'étais pas très à l'aise non plus, dit George. Ils sont vraiment horribles. On dirait qu'ils te gèlent les entailles, tu ne trouves pas, dit Fred. Mais toi, tu ne t'es pas évanoui, demanda Harry à voix basse. Laisse tomber, dit George en essayant de le réconforter. Un jour, papa a été obligé d'aller à Azkaban, tu te souviens, Fred? Il nous a raconté que c'était l'endroit le plus effrayant qu'il ait jamais vu. Il en tremblait encore quand il est revenu. Ces détraqueurs ont le chic pour désespérer tout le monde. La plupart des prisonniers deviennent fous là-bas. On verra bien si Malfoy sera toujours aussi joyeux à la fin de notre prochain match de Quidditch, dit Fred. Gryffondor contre Serpentard, première rencontre de la saison. La première fois que Harry et Malfoy s'étaient trouvés face à face lors d'un match de Quidditch, Malfoy avait largement perdu. Un peu consolé, Harry remplit son assiette. Hermione examinait attentivement son emploi du temps. « Ah, très bien, on a des nouvelles matières aujourd'hui, dit-elle ravie. Hermione, dit Ron, en regardant par-dessus son épaule. Il se sent complètement trompé dans ton emploi du temps. Regarde, il t'en collait une dizaine de cours par jour. Tu n'auras jamais le temps de tout faire. Je m'arrangerai. J'ai mis tout ça au point avec le professeur McGonagall. Impossible, répondit Ron, avec un grand éclat de rire. Tu as vu, ce matin, 9 heures, divination, et en dessous, 9 heures, étude des moldus. Et, incrédule, Ron se pencha sur l'emploi du temps. Là, regarde, encore en dessous, 9 heures, arithmancie. Je sais que tu es brillante, mais personne ne peut être brillant au point de se trouver dans 3 classes différentes à la fois. Ne sois pas stupide, répliqua sèchement Hermione. Bien sûr que je ne vais pas suivre 3 cours à la fois. Alors, passe-moi la marmelade, dit Hermione. Mais, Ron, qu'est-ce que ça peut te faire si mon emploi du temps est un peu chargé, lança Hermione agacée. Je t'ai dit que j'ai tout mis au point avec le professeur McGonagall. Au même instant, Hagrid entra dans la grande salle. Il portait un long manteau en peau de taupe et tenait dans son énorme main un cadavre de putois qu'il balançait
du matin pour tout préparer. J'espère que ça se passera bien. Moi, professeur, si j'avais pu me douter. Il eut un large sourire et poursuivit son chemin vers la table des enseignants, où balançant toujours son buteau mort. Je me demande ce qu'il a préparé, dit Ron, d'un ton un peu inquiet. Peu à peu, les élèves commencèrent à quitter la salle pour se rendre à leur premier cours. Ron vérifia son emploi du temps. On ferait mieux d'y aller, dit-il. Le cours de divination se passe tout en haut de la tour nord. Il faut bien 10 minutes pour aller là-bas. Ils se dépêchèrent de terminer leur petit déjeuner, puis sortirent de la salle. Lorsqu'ils passèrent devant la table des Serpentards, Malfoy fit à nouveau semblant de s'évanouir, et les éclats de rire suivirent Harry jusqu'au pied de l'escalier de marbre. Il leur fallut longtemps pour parvenir à la tour nord. Malgré 2 années passées à Poudlard, ils ne connaissaient pas encore certaines parties du château, et c'était la première fois qu'ils se rendaient dans cette tour. Il doit bien y avoir un raccourci, halta Ron, tandis qu'ils grimpaient leur 7e escalier. Ils arrivèrent sur un palier inconnu, où il n'avait rien d'autre qu'un grand tableau représentant une vaste étendue d'herbe. Je crois que ça doit être par là, dit Hermione en scrutant le couloir vide qui se prolongeait vers la droite. Ça m'étonnerait, c'est la direction du sud, regarde. On voit un bout du lac par la fenêtre. Harry regardait le tableau accroché au mur de pierre. Un gros bonnet gris, pommellé, venait d'apparaître dans le pré et s'était mis à brouter l'herbe d'un air nonchalant. À Poudlard, Harry avait l'habitude de voir les sujets des tableaux quitter leur cadre pour se rendre visite les uns aux autres, et c'était toujours un grand plaisir pour lui d'assister à ces allées et venues. Un instant plus tard, un petit chevalier trapu, vêtu d'une armure, apparut à son tour dans un bout de ferraille. À en juger par les traces d'herbe sur ses genouillères de métal, il venait de tomber de son bonnet. Ah! S'écrie-t-il en voyant Harry, Ron et Hermione, qui sont ces manants qui s'aventurent sur mes terres. Serais-tu venu de s'abrutir de ma chute? En garde, Maraud! Stupéfaits, ils virent le petit chevalier tirer son épée de la partir férocement en sautillant d'un air rageur. Mais l'épée était trop longue pour lui. Un moulinet un peu trop vigoureux lui fit perdre l'équilibre et il tomba contre terre. Vous ne vous êtes pas fait mal. Et merci Anna pour l'abonnement, c'est trop gentil. Vous ne vous êtes pas fait mal, s'inquiéta Harry en s'approchant du tableau. Arrière, Marouf. Arrière, Panda. Le chevalier reprit son épée et voulut s'appuyer dessus pour se relever, mais la lame s'enfonça si profondément dans le sol qu'en dépit de tous ses efforts, il ne parvint pas à la récupérer. Il finit par se laisser retomber à terre et souleva sa visière pour s'éponger le front. Écoutez, dit Harry, en profitant de ce répit, nous cherchons la tour nord. Pourriez-vous nous indiquer le chemin? Une queste par ma foi. La fureur du chevalier sembla s'évanouir aussitôt. Il se releva dans un cliquetis d'armure et cria « Suivez-moi, mes amis, nous obtiendrons ce que nous voulons ou périrons bravement dans la bataille. » Il refit une vaine tentative pour arracher son épée du sol, essaya sans succès d'enfourcher son grand bonnet et s'exclama « Allons à pied, puisqu'il en est ainsi. Vaillant seigneur et noble dame, sus, sus donc. » Dans un grand vacarme de métal, il se précipita vers le côté gauche du cadre et disparut. Ils le suivirent le long du couloir en se quittant au bruit de son armure. De temps en temps, ils le voyaient réapparaître dans l'un des tableaux accrochés au mur. « Oh les cœurs, le pire est à venir !» s'écria le chevalier. Et ils le virent alors surgir au pied d'un escalier en colimaçon. Il avait fait irruption dans un tableau qui représentait des dames vêtues de robes à crinoline, provoquant sur son passage des exclamations effarouchées. La respiration haletante, Harry, Ron et Hermione escaladèrent jusqu'à en avoir le vertige, les marches étroites qui montaient en spirale. Enfin, des voix au-dessus de leur tête leur indiquèrent qu'ils étaient arrivés à destination. « Adieu !» lança le chevalier en montrant
montrant sa tête dans un tableau qui représentait des moines à l'air sinistre. Adieu, mes compagnons d'armes. Si vous avez encore besoin d'un noble cœur et d'un bras sans faiblesse, appelez à la rescousse le chevalier du Catogan. C'est ça, on vous appellera, marmonna Ron. Si jamais on a besoin d'un maboule, ajouta-t-il lorsque le chevalier eut disparu. Comment ça va, Anna? Ils montèrent les dernières marches et arrivèrent à un minuscule palier où les autres élèves de leur classe étaient déjà rassemblés. Il n'y avait aucune porte autour d'eux. Ron donna alors un grand coup de coude à Harry en lui montrant le plafond. Une trappe circulaire y avait été aménagée et une plaque de cuivre gravée indiquait « Sibylle Trelawney, professeur de divination ». Comment on fait pour monter là-haut demanda Harry. Comme pour répondre à sa question, la trappe s'ouvrit brusquement et une échelle argentée descendit à ses pieds. Tout le monde se tut. Après toi, dit Ron avec un sourire. Harry monta l'échelle, le premier, et émergea dans la salle de classe la plus étrange qu'il eût jamais vue. En fait, l'endroit n'avait rien d'une salle de classe. On avait plutôt l'impression de se trouver dans un vieux grenier aménagé en salon de thé à l'ancienne. Une vingtaine de petites tables circulaires entourées de fauteuils recouverts de jeans, je sais plus comment on dit ce mot-là, et de petits poufs rebondis occupaient tout l'espace. Une faible lumière rouge éclairait la pièce. Tous les rideaux des fenêtres étaient tirés et des foulards rouges enveloppaient les lampes. Il régnait une chaleur étouffante et une bouilloire de cuivre, chauffée par les flammes d'une cheminée en manteau encombré d'objets divers, répandait un étrange et capiteux parfum qui donnait presque la nausée. Les étagères qui recouvraient les murs circulaires étaient encombrées de plumes poussiéreuses, de bouts de chandelles, de jeux de cartes complètement usés, d'innombrables boules de cristal et d'un vaste choix de tasses de thé. Ron apparut à son tour derrière Harry, et bientôt les autres élèves se rassemblèrent autour d'eux en chuchotant. « Où est-elle » demanda Ron. Une voix douce, un peu voilée, s'éleva alors dans la pénombre. « Bienvenue, dit la voix. Je suis heureuse de vous voir enfin dans le monde physique. » Harry eut d'abord l'impression de se trouver devant un gros insecte luisant. Le professeur Trelawney venait d'apparaître à la lueur des flammes de la cheminée. Elle était très mince, les yeux agrandis par de grosses lunettes et enveloppée d'un châle vaporeux orné de paillettes. Une quantité impressionnante de chaînes et de perles entourait son cou décharné, et ses bras et ses mains débordaient de bagues et de bracelets. « Asseyez-vous, mes enfants, asseyez-vous, dit-elle. Les élèves s'installèrent maladroitement dans les fauteuils où s'enfonçaient dans les poufs. Harry, Ron et Hermione s'assirent à la même table. « Bienvenue au cours de divination, dit le professeur Trelawney, qui avait elle-même pris place dans un grand fauteuil auprès du feu. Je suis le professeur Trelawney. Il se peut que vous n'ayez encore jamais vu, car je descends rarement dans les autres parties du château. L'agitation qui y règne trouble mon troisième œil. » Le professeur Trelawney ajusta délicatement son châle sur ses épaules et poursuivit. « Vous avez donc choisi d'étudier la divination, la plus difficile des arts magiques. Je dois vous avertir dès le début que si vous n'avez pas le don de double vue, il y a peu de chances que je puisse vous enseigner quoi que ce soit. Les livres ne permettent pas d'aller bien loin dans ce domaine. » Harry et Ron jetèrent un coup d'œil amusé à Hermione, qui semblait effarée d'apprendre que l'étude d'une matière pouvait se faire sans avoir recours à des livres. De nombreux sorciers et sorcières, par ailleurs très doués, pour provoquer des explosions, répandre des odeurs bizarres ou disparaître soudainement, se révèlent incapables de pénétrer le voile mystérieux de l'avenir, poursuivit le professeur Trelawney, ses gros yeux brillants fixant l'un à l'autre les visages anxieux des élèves. C'est un don qui n'est accordé qu'à un petit nombre. Vous, mon garçon, dit-elle brusquement à Neville, qui faillit tomber de son pouf. Est-ce que votre grand-mère va bien? Oui, je crois, répondit Neville d'une voix tremblante. Si j'étais vous, je
n'en serais pas si sûr, dit le professeur Trelawney, dont les boucles d'oreilles en émeraude étincelaient à la lueur du feu. Neville parut mal à l'aise. Cette année, nous verrons les méthodes de base de la divination, poursuivit le professeur d'une voix paisible. Nous consacrerons le premier trimestre à la lecture des feuilles de thé. Le trimestre suivant, nous étudierons les lignes de la main. Ah, au fait, ma chérie, ajouta-t-elle en se tournant soudain vers Pavati-Patil, il faudra vous méfier d'un homme aux cheveux roux. Parvati lança un regard étonné à Ron, qui était assis juste derrière elle et s'éloignait son fauteuil de lui. Au troisième trimestre, reprit le professeur Trelawney, nous en viendrons aux boules de cristal, si nous avons fini avec les signes du feu. Malheureusement, les cours seront interrompus en février à cause d'une épidémie de grippe. Je deviendrai moi-même avone, et aux alentours de Pâques, quelqu'un parmi nous va nous quitter à tout jamais. Un silence tendu suivit cette affirmation, mais le professeur Trelawney ne sembla y prêter aucune attention. Je voudrais vous demander, ma chérie, dit-elle à la Van Brown, qui se recroquevilla dans son fauteuil, de me passer la plus grande des théières en argent. La Van parut soulagée. Elle se leva, prit une énorme théière sur l'étagère et la posa sur la table devant le professeur Trelawney. Merci, ma chérie. Je vous signale au passage que ce que vous redoutez tant se produira le vendredi 16 octobre. Lavande se mit à trembler. Maintenant, je veux que vous fassiez équipe 2 par 2. Prenez une tasse de thé sur l'étagère, venez me l'apporter, et je la remplirai. Ensuite, vous vous assiérez et vous boirez le thé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les feuilles au fond de la tasse. Vous ferez tourner ces feuilles 3 fois dans la tasse avec votre main gauche, puis vous retournerez la tasse au-dessus de la soucoupe. Vous attendez que la dernière goutte de thé soit tombée, et enfin, vous donnerez la tasse à votre partenaire pour qu'il la lise. Vous interpréterez les formes obtenues en vous référant aux pages 5 et 6 de votre livre « Levez le voile du futur ». Je passerai parmi vous pour vous aider. Ah, et vous, ajouta-t-elle en prenant Neville par le bras, alors qu'elle s'apprêtait à se lever. Quand vous aurez cassé votre première tasse, j'aimerais bien que vous en preniez. Je tiens beaucoup aux roses. Et en effet, à peine Neville s'était approché de l'étagère aux tasses qu'il y eut un bruit de porcelaine brisée. Le professeur Trelawney se précipita avec une pelle et une balayette. Alors maintenant, une bleue si ça ne vous ennuie pas, merci. Lorsque les tasses de Harry et de Ron eurent été remplies, ils revinrent à leur table et s'efforcèrent de boire le thé brûlant le plus vite possible. Puis, ils firent tourner les feuilles au fond de la tasse, comme l'avait indiqué le professeur, les retournèrent pour que tombent les dernières gouttes de thé, et enfin, ils les échangèrent. Bon, dit Ron, tandis qu'il ouvrait leur livre aux pages 5 et 6. Qu'est-ce que tu vois dans la mienne? Un truc marron et mou, répondit Harry. La fumée odorante qui s'élevait de la bouilloire lui brouillait l'esprit et lui donnait sommeil. Ouvrez votre esprit, mes chéris. Laissez vos yeux voir ce qu'il y a au-delà des apparences, s'écria le professeur Trelawney dans la pénombre. Harry essaya de se réveiller. Il y a une vague forme de croix, dit-il en consultant son livre. Merci pour le raid, Élodie, c'est trop gentil. Harry essaya de se réveiller. Oui, ça veut dire que tu vas connaître des épreuves, des souffrances, désolé. Mais il y a autre chose qui pourrait bien être un soleil. Alors attends, je regarde. Ça veut dire un grand bonheur. Donc, tu vas souffrir, mais tu en seras très heureux. Et coucou Arja, coucou Pikachu. Tu aurais intérêt à faire vérifier ton 3e œil si tu veux mon avis, dit Ron. Tous deux réprimèrent un éclat de rire sous le regard perçant du professeur Trelawney. Oui, j'ai déjà endormi les deux toutous. À moi, dit Ron. Il regarda dans la tasse de le remplissait. Il y a une espèce de boule qui ressemble un peu à un chapeau melon, annonça-t-il. Tu vas peut-être travailler pour le ministère de la magie.
Il tourna la tasse dans l'autre sens. De ce côté-là, on dirait plutôt un clan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parcourut les 2 pages du livre. Ah, une somme d'argent inattendue, de l'or qui arrive de lui-même. Très bien, tu vas pouvoir m'en prêter. Je vois aussi autre chose. Oui, Elodie, merci pour le raid, c'est trop gentil. Il tourna à nouveau la tasse. Ça ressemble à un animal. Oui, voilà la tête. Dirait à un hippopotame. Un hippopotame. Putain, j'arrive pas à dire un hippopotame, voilà. Non, un mouton. Le professeur Trelawney s'approcha d'eux. Non mais c'est quoi la... Ça se ressemble pas du tout à un mouton et un hippopotame. Ouais. Tandis que Harry laissa échapper un petit rire. Montrez-moi ça, dit-elle d'un ton réprobateur en arrachant la tasse de Harry. Tout le monde se tut et attendit. Le professeur Trelawney observait attentivement le fond de la tasse en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le faucon, mon pauvre chéri, vous avez un ennemi mortel. Tout le monde sait ça, dit Hermione dans un murmure parfaitement audible. Le professeur se tourna vers elle. Tout le monde est au courant de l'histoire entre Harry et vous savez qui, poursuivit Hermione. Harry et Ron la regardèrent avec un mélange d'étonnement et d'admiration. Ils n'avaient encore jamais entendu Hermione parler de cette manière. Il est donc il s'est réveillé. Ah non, il va se recoucher. Attention sur la tasse de Harry. Il continua à le faire tourner entre ses doigts. La massue, une attaque. Mon Dieu, ce n'est pas une très bonne tasse. J'avais cru voir un chapeau melon, dit timidement Hermione. La tête de mort. Il y a d'un grand danger sur votre chemin, mon pauvre chéri. Comme paralysé, les élèves regardaient fixement le professeur Trelawney, qui fit tourner la tasse une dernière fois, eut un haut le cœur et poussa un cri. Il y eut un nouveau bruit de porcelaine brisée. Neville venait de casser sa 2e tasse. Le professeur Trelawney se laissa tomber dans un fauteuil, les yeux fermés, une main étincelant posée sur son cœur. Mon pauvre garçon, non. Il vaut mieux ne rien dire, ne me demandez pas. Qu'est-ce que vous avez vu, professeur? Demanda aussitôt Dean Thomas. Tous les élèves s'étaient levés. Lentement, ils se rassemblèrent autour de la table de Harry et de Ron et s'approchèrent du professeur pour jeter un coup d'œil à la tasse. Mon pauvre chéri, dit le professeur Trelawney en ouvrant de grands yeux au regard tragique. Le Sinistros est sur vous. Le quoi? Dit Harry. Il n'était pas tout à fait le seul à ne pas avoir compris. Dean Thomas le regarda en haussant les épaules, et la Van Brown avait l'air déconcerté. Mais presque tous les autres se tenaient la main devant la bouche, d'un air horrifié. Le Sinistros, mon pauvre chéri, le Sinistros, s'écria le professeur Trelawney, qui semblait choqué que Harry n'ait pas compris. Le gigantesque chien fantôme qui hante les cimetières. Mon pauvre chéri, c'est le pire des présages, un présage de mort. Harry sentit son estomac se retourner. Ce chien sur la couverture du livre dans la librairie du chemin de traverse, ce chien dans l'obscurité de Magnolia Crescent. La Van Brown, à son tour, plaqua la main devant sa bouche. Tout le monde avait les yeux tournés vers Harry. Tout le monde, sauf Hermione, qui s'était approchée par derrière du professeur Trelawney pour la tasse. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un Sinistros, dit-elle d'une voix neutre. Le professeur Trelawney contempla Hermione avec une hostilité grandissante. Excusez-moi de vous dire ça, ma chérie, mais je ne perçois pas une très grande aura autour de vous. Vous me semblez faire preuve d'une récipivité très limitée aux résonances de l'avenir. Seamus Finnegan balança la tête de gauche à droite. On dirait un Sinistros si on le regarde comme ça, dit-il, les yeux à demi fermés. Mais vu comme ça, on pense plutôt à un âne, ajouta-t-il, en penchant la tête vers la gauche. Comment saurais décider si je dois mourir ou non? Tiré, déclara Harry, qui sembla surpris par ses propres paroles. À présent, plus personne n'osa le regarder. Je crois que nous allons en rester là pour aujourd'hui.
aujourd'hui, dit le professeur Trelawney de sa voix la plus mystérieuse. Vous pouvez ranger vos affaires. Silencieux, les élèves rapportèrent leurs tasses au professeur, rangèrent leurs livres et refermèrent leurs sacs. Même Ron, à présent, évitait de regarder Harry. En attendant notre prochain cours, que la fortune vous soit favorable, dit le professeur Trelawney d'une voix faible. Ah, au fait, vous, ajouta-t-elle en montrant Neville, vous allez arriver très en retard à la prochaine fois. Alors essayez de travailler un peu plus pour vous rattraper. Harry, Ron et Hermione descendirent l'échelle et l'escalier en silence, puis ils prirent la direction de la salle où le professeur McGonagall devait donner son cours de métamorphose. Ils avaient quitté le cours de divination de bonne heure, mais ils mirent tellement de temps à trouver la bonne salle qu'ils faillirent arriver en retard. Harry s'assit au fond de la classe. Il avait l'impression qu'un projecteur était braqué sur lui. Les autres élèves ne cessaient de lui lancer des regards furtifs, comme s'ils s'attendaient à le voir tomber mort à tout instant. Il entendit à peine ce que le professeur McGonagall leur raconta sur les animaquis, les sorciers capables de se transformer en animaux, et ne regarda même pas lorsque elle-même se métamorphosa en chat tigré, en conservant le marque de ses lunettes autour de ses yeux. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui s'étonna le professeur McGonagall, qui reprit sa forme habituelle en émettant un pop semblable au bruit d'une bouteille de champagne qu'on débouche. C'est la preuve que mes métamorphoses ne déclenchent aucun applaudissement. Tous les regards se tournèrent à nouveau vers Harry, mais personne ne dit rien. Hermione leva alors la main. Voilà ce qui s'est passé, professeur, dit-elle. Nous avons eu notre premier cours de divination. Nous avons lu l'avenir dans les feuilles de thé et... Ah, je comprends, l'interrompit le professeur McGonagall en fronçant les sourcils. Inutile d'aller plus loin, Miss Granger. Dites-moi plutôt qui doit mourir cette année. Les élèves la regardèrent avec des yeux ronds. Moi, dit Harry. Je vois, dit le professeur McGonagall en fixant Harry de ses yeux brillants. Il faut savoir, Potter, que chaque année, depuis son arrivée dans cette école, Sibylle Trelawney a prédit la mort de quelqu'un. Or, jusqu'à présent, tout le monde est resté bien vivant. Elle commence toujours l'année scolaire en décelant des présages de mort. Si je n'avais pas pour habitude de ne jamais dire du mal de mes collègues... Le professeur McGonagall s'interrompit et chacun put voir que les ailes de son nez étaient devenues livides. La divination est l'une des branches les plus nébuleuses de la magie, reprit-elle plus calmement. Je ne vous cacherai pas que j'éprouve un certain agacement devant ce genre de pratique. Les voyants véritables sont extrêmement rares, et le professeur Trelawney... Elle s'interrompit à nouveau, puis continua d'un ton très naturel. Vous me paraissez en excellente santé, Potter. Aussi, j'ai le regret de vous annoncer que vous ne serez pas dispensé de faire votre parchemin de devoir. Mais si vous mourrez, je vous promets que vous ne serez pas obligé de me le rendre. C'est rassurant, j'avoue. Hermione éclata de rire et Harry se sentit un peu mieux. Loin des lueurs rougeâtres et des anesthésiants du professeur Trelawney, les feuilles de thé n'inspiraient plus les mêmes angoisses. Pourtant, tout le monde n'était pas encore rassuré. Ron paraissait toujours inquiet, et Lavande murmurait « Et la tasse de Neville alors ?» Lorsque le cours de métamorphose prit fin, ils se mêlèrent à la cohue des élèves qui se précipitaient dans la grande salle pour le déjeuner. « Allez, Ron, souris un peu, conseillait Hermione, poursuivant de raconter. Tu as bien entendu ce qu'a dit le professeur McGonagall ?» Ron remplit son assiette et prit sa fourchette. Mais il ne mangea pas. « Harry, dit-il à voix basse et d'un ton grave, tu n'as jamais vu de grand chien noir, n'est-ce pas ?»« Si, répondit Harry. J'en ai vu un le soir où je suis parti de chez Dursley. » Ron laissa tomber sa fourchette. Sans doute un chien errant, dit Hermione, très calme. Ron regardait Hermione comme si elle était devenue folle. Hermione, si Harry a vu un sinistre, c'est très mauvais signe, dit-il. Un jour, mon oncle Bilius en a vu un, et il est mort 24 heures plus tard. Coïncidence, répliqua Hermione d'un ton léger, et en se versant un peu de jus de citrouille. Tu dis n'importe quoi, s'indigna Ron, qui
Harry commençait à se mettre en colère. La plupart des sorciers sont terrifiés par les Sinistros. Voilà l'explication, dit Hermione d'un air docte. Quand il voit le Sinistros, il meurt de peur. Le Sinistros n'est pas un présage, c'est la cause de la mort. Et Harry est toujours avec nous, parce qu'il n'est pas assez stupide pour se dire, puisque j'en ai vu un, je n'ai plus qu'à rentrer 6 pieds sous terre. Ron ouvrit la bouche sans rien dire et Hermione tira de son sac son livre d'arithmancie qu'elle appuya contre la carafe du jus de citrouille. La divination c'est très vague, dit-elle en cherchant sa page. Tout ça, ce sont des devinettes, rien de plus. Le Sinistros, au fond de cette tasse, n'avait rien de vague, s'emporta Ron. Tu n'en avais pas l'air aussi sûr quand tu as dit à Harry qu'il s'agissait d'un mouton, répliqua froidement Hermione. Le professeur Trelawney a dit que tu n'avais pas d'aura, mais pour une fois qu'il y a une matière pour laquelle tu n'es pas doué, ça t'énerve. Il avait touché un point sensible. Hermione referma son livre d'arithmancie avec une telle violence que des morceaux de carottes et de viande volèrent en tous sens. Si tu es doué pour la divination, si être doué pour la divination signifie faire semblant de voir des présages de mort sur des tas de thé, alors je crois que je ne vais pas continuer très longtemps à l'étudier. Ce cours était une nullité totale par rapport à ce qu'on apprend en classe d'arithmancie. Elle saisit son sac et s'en alla d'un pas décidé. Ron la regarda partir en fronçant les sourcils. Qu'est-ce qu'elle raconte, s'étonna-t-il. Elle n'a encore jamais mis les pieds en cours d'arithmancie. Harry fut content de sortir du château après déjeuner. La pluie qui était tombée la vieille avait cessé. Le ciel avait pris une couleur gris clair et l'herbe était souple et humide sous leurs pas tandis qu'ils rentraient à leur premier cours de soins aux créatures magiques. Ron et Hermione ne se parlaient plus. Harry marchait en silence à côté d'eux sur la pelouse qui descendait en pente douce jusqu'à la cabane de Hagrid, en lisière de la forêt interdite. Lorsqu'ils eurent 3 silhouettes familières qui les précédaient, que les élèves Serpentard avaient également assisté au cours. Malfoy parlait avec vivacité à Crabbe et à Goyle qui pouffaient de rire, et il n'était pas très difficile de deviner le sujet de la conversation. Debout devant la porte de la cabane, Hagrid, vêtu de son gros manteau, croque-dur, son molosse à ses pieds, attendait les élèves. Il avait l'air impatient de commencer son cours. « Venez, venez, dépêchez-vous, lança-t-il. Vous allez avoir une bonne surprise. Vous n'allez pas vous ennuyer, croyez-moi. Tout le monde est là. Très bien, suivez-moi. » Pendant un instant, Harry craignit que Hagrid les emmène dans la forêt interdite. Harry y avait suffisamment d'expérience désagréable pour ne pas envie d'y remettre les pieds. Mais Hagrid resta en bordure des arbres, et 5 minutes plus tard, ils se trouvèrent devant une espèce d'enclos vide. « Rassemblez-vous le long de la barrière, cria Hagrid. Comme ça. Il faut que tout le monde puisse bien voir. Alors, première chose, vous allez ouvrir vos livres. Comment on fait demanda la voix glaciale et traînante de Draco Malfoy. Quoi, dit Hagrid. Comment on fait pour ouvrir nos livres répéta Malfoy. Il sortit son exemplaire du monstrueux livre des monstres qu'il avait ficelé avec un gros morceau de corde. D'autres élèves sortirent également les leurs. Certains, comme Harry, les avaient attachés avec une ceinture. D'autres les avaient serrés dans des sacs étroits. J'arrête pas de veiller. Et les avaient fermés avec d'énormes pinces. Personne n'a réussi à ouvrir son livre, demanda Hagrid stupéfait. Les élèves firent non de la tête. Il faut simplement les caresser, dit Hagrid, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Regardez. Il prit l'exemplaire d'Hermione et arracha le papier collant qui les maintenait enfermés. Le livre essayait de mordre, mais Hagrid passa son énorme doigt sur le dos de l'ouvrage, qui fut secoué d'un frisson et s'ouvrit paisiblement dans sa main. « Oh, sommes-nous bêtes » dit Malfoy. D'un geste grognard, il suffisait de les caresser. On aurait dû le deviner tout de suite. « Je
trouvais ça plutôt drôle, dit Hagrid à Hermione d'une voix mal assurée. Oh, extraordinairement drôle, répliqua Malfoy. Quelle merveilleuse idée de nous faire acheter des livres qui essayent de nous dévorer les mains. Silence, Malfoy, dit Harry à voix basse. Hagrid paraissait soudain abattu, et Harry ne voulait surtout pas que son premier cours se passe mal. Bien, alors, reprit Hagrid qui semblait avoir perdu le fil. Donc vous avez vos livres, et maintenant, il ne vous manque plus que des créatures magiques. Je vais aller en chercher. Attendez-moi. Il s'éloigna et disparut dans la forêt. Vraiment, cette école est tombée bien bas, dit Malfoy d'une voix forte. Voilà que ce bon à rien est devenu professeur. Mon père va en avoir une attaque quand je lui raconterai ça. Silence, Malfoy, répéta Harry. Attention, Potter, il y a un détraqueur derrière toi. Oh, s'exclama alors Lavande Brown d'une voix suraiguë en pointant le doigt vers l'extrémité de l'enclos. Une douzaine de créatures parmi les plus bizarres que Harry eût jamais vues trottinaient dans leur direction. T'arrives plus à envoyer des messages sur Discord, Pikachu? Attends, je vais essayer. Ah, moi ça marche. Ça marche en tout cas, Pikachu. Elles avaient le corps, les pattes arrière et la queue d'un cheval, mais leurs pattes avant, leurs ailes et leur tête semblaient provenir d'un aigle monstrueux, doté d'un long bec de couleur gris d'acier et de grands yeux orange. Leurs pattes avant, étaient pourvues de serres redoutables d'une quinzaine de centimètres de long. Les créatures portaient autour du cou des becs colliers de cuir attachés à une longue chaîne dont Hagrid tenait l'extrémité dans sa main immense. Peut-être à coup, je sais pas. Allez, en avant, rugit Hagrid, en agitant les chaînes pour entrer les monstres dans l'enclos. Les élèves reculèrent d'un pas lorsque Hagrid attacha les créatures à la barrière devant laquelle ils s'étaient rassemblés. Ce sont des hippogriffes, annonça Hagrid d'un ton joyeux. Magnifique, n'est-ce pas? Harry comprenait ce que Hagrid voulait dire. Une fois passé le choc de la première rencontre avec une créature mi-cheval, mi-oiseau, on pouvait apprécier la joie de leur plumage qui se transformait en pelage. Chacun d'une couleur différente, gris-bleu, vert bronze, blanc rosé, marron rouge, noir d'or. Bien, dit Hagrid en se frottant les mains, le visage rayonnant, si vous voulez bien vous approcher un peu. Mais personne ne semblait en avoir envie. Harry, Ron et Hermione s'avancèrent cependant, avec beaucoup de prudence. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les hippogriffes font preuve d'une grande fierté, dit Hagrid. Ils sont très susceptibles. Surtout, ne les insultez jamais, sinon ce sera peut-être la dernière chose que vous aurez faite dans votre vie. Malfoy, Crabbe et Goyle n'écoutaient pas. Ils parlaient à voix basse et Harry avait la désagréable impression qu'il cherchait le meilleur moyen de provoquer un incident. On doit toujours attendre que l'hippogriffe fasse le premier geste, poursuivit Hagrid. C'est une créature très attachée à la politesse. Il faut s'avancer vers lui, le saluer en s'inclinant et attendre. S'il vous le salue à son tour, vous avez le droit de le toucher. Sinon, je vous conseille de filer très vite parce que, croyez-moi, leurs griffes font du dégât. Alors, qui veut essayer le premier? Pour toute réponse, la plupart des élèves reculèrent encore davantage. Même Harry, Ron et Hermione n'étaient pas très à l'aise. Devant eux, les hippogriffes secouaient la tête. Féroces en remuant leurs ailes puissantes. Ils ne semblaient pas beaucoup apprécier d'être attachés à la barrière. Vraiment personne, dit Hagrid le regard implorant. Je veux bien essayer, dit alors Harry. Derrière lui, il entendit des exclamations étouffées. Puis Lavande et Patil murmuraient d'une même voix. Non, Harry, souviens-toi des feuilles de thé. Mais il ne leur prêta aucune attention et enjamba la barrière de l'enclos. Bravo, Harry, fit Hagrid. Bon, alors, voyons. C'est ça, tu n'as qu'à essayer avec Buck. Il détacha l'une des chaînes
tira l'hippogriffe gris clair à l'éclat des autres et lui enleva son collier de cuir. De l'autre côté de la barrière, les élèves retenaient leur souffle. Malfoy observait la scène en plissant ses petits yeux méchants. « Attention maintenant, Harry, dit Hagrid. Tu as croisé son regard, essaye de ne pas scier. Les hippogriffes se méfient quand on cligne des yeux trop souvent. » Harry sentit des picotements dans ses yeux, mais il s'efforça de ne pas les fermer. Puck avait tourné vers lui sa grande tête pointue, et ses yeux orange fixaient un regard féroce. « C'est ça, très bien, Harry, dit Hagrid. Maintenant, incline-toi. » Harry n'avait pas très envie d'exposer sa nuque à la créature, mais il fit ce que Hagrid lui disait. Il s'inclina brièvement la tête, puis il se redressa. L'hippogriffe continua de le regarder d'un air hautain, sans faire le moindre geste. « Ah !» dit Hagrid, qui semblait contrarié. « Bon, recule maintenant, il ne faut rien brusquer. » Mais à cet instant, à la grande surprise de Harry, l'hippogriffe plia soudain sa patte de devant et s'inclina profondément. « Bravo, Harry !» s'exclama Hagrid enchanté. « Vas-y, tu peux le toucher maintenant, caresse-lui le bec. » Harry estimait qu'il aurait bien mérité de repasser de l'autre côté de la barrière, mais elle s'avança malgré tout vers l'hippogriffe et tendit la main. Il lui caressa le bec à plusieurs reprises, et l'animal ferma paresseusement les yeux, comme s'il y prenait plaisir. Les élèves applaudirent à toute trompe, sauf Malfoy, Crabbe et Goyle, qui paraissaient terriblement déçus. « Parfait, dit Hagrid. Je crois qu'il va te laisser monter sur son dos maintenant. » L'idée n'avait rien de séduisant. Harry était habitué à piloter des balais, mais il n'était pas sûr de pouvoir aussi facilement chevaucher un hippogriffe. « Grimpe sur son dos, juste derrière les ailes, dit Hagrid, et fais bien attention à ne pas lui arracher de plumes, il n'aime pas ça du tout. » Harry posa un pied sur l'aile de Puck et se hissa par son dos. L'hippogriffe se releva, mais Harry ne savait pas trop de quoi se tenir. Il n'avait que des plumes à portée de main et craignait d'en arracher une. « Allez, vas-y » rugit Hagrid en donnant une tape sur l'arrière-train de la créature. Et soudain, les ailes de 4 mètres d'envergure se déployèrent de chaque côté de Harry et se mirent à battre. Harry eut tout juste le temps de s'accrocher au cou de l'hippogriffe avant que celui-ci ne s'élève dans les airs. Ce n'était pas du tout la même chose qu'un balai, et Harry sut immédiatement ce qu'il préférait. Les ailes immenses, qui battaient à ses côtés, lui cognaient les jambes en menaçant de le désarçonner. Les plumes luisantes glissaient sous ses doigts, mais il ne s'est pas serré plus fort. Harry regrettait la souplesse de son impuce de mine. Il était ballotté en tous sens par l'arrière-train de l'hippogriffe, qui montait et descendait au rythme des battements d'ailes. Puck décrivit un cercle au-dessus de l'enclos, puis il piqua vers le sol. C'était le moment que Harry redoutait le plus. Lorsque la créature baissa le cou, il se pencha en avant avec l'impression qu'il allait glisser par-dessus sa tête. Il parvint cependant à se cramponner juste à l'instant où il sentit un choc sourd. Les pattes dépareillées de l'hippogriffe venaient de se poser par terre. Harry put alors se redresser, sain et sauf. « Beau travail, Harry !» s'exclama Hagrid, tandis que tout le monde, sauf Malfoy, Crabbe et Goyle, applaudissait bruyamment. « Quelqu'un d'autre veut essayer ?» Et hardi par le succès de Harry, les autres élèves pénétrèrent prudemment dans l'enclos. Hagrid détacha un par un les hippogriffes, et bientôt tout le monde s'inclina devant les créatures avec une certaine appréhension. Malfoy, Crabbe et Goyle avaient choisi Puck. Celui-ci s'était incliné devant Malfoy, qui lui caressait le bec d'un air dédaigneux. « C'est très facile, dit Malfoy de sa voix traînante, suffisamment fort pour être sûr que Harry l'entende. C'est forcément facile si Potter y est arrivé. Je parie que tu n'es absolument pas dangereux, ajouta-t-il en s'adressant à l'hippogriffe. N'est-ce pas, espèce de grosse brute repoussante? Tout se passa alors en un éclair. La griffe de l'animal fendit l'air. Malfoy poussa un hurlement perçant, et en une fraction de seconde plus tard, Hagrid s'évançait à grande peine
de remettre son collier à Buck, qui essayait de se jeter sur Malfoy. Ce dernier était recroquevillé dans l'herbe, une tache de sang s'élargissait sur sa robe de sorcier, sous le regard des autres élèves, saisis de panique. « Je meurs, hurla Malfoy. Regardez, je meurs, cette bestiole m'a tué. Tu ne meurs pas du tout, répliqua Hagrid, qui était devenu livide. Aidez-moi, il faut sortir d'ici. Hermione courut ouvrir la porte de la barrière pendant que Hagrid hissait sans peine Malfoy sur son épaule. Harry fit une longue et profonde entaille dans le bras de Malfoy. Du sang coulait sur l'herbe et Hagrid se mit à courir en direction du château. Bouleversé, le reste de la classe le suivit en se contentant de marcher. Les élèves de Serpentard se déchaînaient contre Hagrid. Ils devraient le renvoyer sur le champ, dit Pansy Parkinson en larmes. C'était la faute de Malfoy, expliqua Dean Thomas. Crabbe et Goyle gonflèrent leurs biceps d'un air menaçant. Lorsque les élèves montèrent la marche de pierre, le hall d'entrée était désert. « Je vais aller voir comment il va, dit Pansy, qui disparut dans les étages. Sans cesser de vilipender Hagrid, les Serpentards s'éloignèrent en direction de leur salle commune, située dans les sous-sols du château. Harry, Ron et Hermione montèrent l'escalier pour rejoindre la tour de Gryffondor. « Tu crois que ce n'est pas trop grave ?» demanda Hermione préoccupée. « Bien sûr que non. Madame Pomfrèche peut faire disparaître n'importe quelle coupure en une seconde, répondit Harry, qui avait fait soigner des blessures bien plus sérieuses par l'infirmière au ton magique. « C'est terrible que ce soit arrivé pendant le premier cours de Hagrid, dit Ron inquiet. On peut faire confiance à Malfoy pour tout cacher. » À l'heure du dîner, ils furent les premiers à descendre de la grande salle en espérant voir Hagrid, mais il n'était pas là. « Ils ne l'ont quand même pas envoyé, j'espère, dit Hermione d'une voix anxieuse sans toucher son contenu de son assiette. « Casser le chien, oui, non mais là... Au moins vous avez du spectacle. » Ils n'ont pas intérêt, dit Ron, qui ne mangeait pas davantage. Harry regarda la table des Serpentards où plusieurs élèves, parmi lesquels Crabbe et Goyle, étaient profondément absorbés par leur conversation. Harry aurait parié qu'il était en train de mettre au point leur propre version de l'incident. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on s'est ennuyé par ce premier jour de la rentrée, marmonna Ron d'un air sombre. Après le dîner, ils remontèrent dans la salle commune de Gryffondor et essayèrent de faire leur devoir que le professeur McGonagall leur avait donné, mais aucun d'eux n'arrivait à se concentrer. Ils ne cessaient de jeter des coups d'œil par la fenêtre. « Il y a de la lumière dans la cabane de Hagrid, dit soudain Harry. Ron consulta sa montre. « Si on se dépêche, on peut aller le voir. Il est encore tôt, dit-il. »« Je ne sais pas si c'est prudent, répondit lentement Hermione. Qu'elle le regardait. « J'ai le droit de me promener dans l'enceinte de l'école, y compris le parc, dit-il. Sirius Black n'a pas encore réussi. C'est le barrage des tétraqueurs que je sache. » Ils rangèrent leurs affaires, sortirent de la salle commune et descendirent jusqu'à la porte d'entrée sans rencontrer personne, ce qui leur évita d'avoir à se justifier. L'herbe était toujours humide et semblait presque noire à l'heure du crépuscule. « Entrez !» grogna Hagrid lorsqu'il frappait à la porte. Il était assis en bas des Il était assis en bas de chemise devant la table en bois brut. Ok, attendez, je bois un coup. Mais il est incroyablement long ce chapitre. Attendez, parce que du coup, vous voyez rien. Ah bah oui, mais attendez, ça marche pas. Voilà, ça marche bien en fait comme ça. Merci pour le follow, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci. Bah du coup t'es le 200e follow, incroyable. Alors, on en était où? Harry qu'il une chope d'étain de la taille d'un seau était posée devant lui et il avait le regard vite droit
C'est sûrement un record, dit-il d'une voix pâteuse. Un professeur qui se fait renvoyer dès le premier jour. Encore jamais vu ça. Vous n'avez pas été renvoyé, Hagrid, s'exclama Hermione. Pas encore, dit Hagrid d'un ton accablé, en buvant une longue gorgée de ce qui contenait la chope. Mais c'est une simple question de temps après ce qui est arrivé à Malfoy. Ah oui, non mais il est parti se coucher là-haut en fait. Comment va-t-il demanda Ron, tandis qu'il s'asseyait autour de la table. Ce n'était pas grave. Madame Pomme-Fraîche a fait ce qu'elle a pu pour le soigner, répondit sobrement Hagrid. Mais il dit qu'il souffre terriblement. Il gémit sans cesse, les bras couverts de bandages. Il joue la comédie, affirma Harry. Madame Pomme-Fraîche est capable de soigner n'importe quelle blessure. L'année dernière, elle m'avait repoussé la moitié des os. On peut compter sur Malfoy pour profiter un maximum de la situation. Bien entendu, le conseil d'administration de l'école a été informé, dit Hagrid. Ils estiment que j'ai vu trop grand pour mon premier cours. J'aurais dû attendre un peu pour parler des hippogriffes et commencer par les Veracras ou quelque chose comme ça. C'est entièrement de ma faute. C'est la faute de Malfoy, Hagrid, dit Hermione avec gravité. On est témoin, dit Hagrid. Dit Harry, vous nous avez prévenu que les hippogriffes attaquent quand on les insulte. Malfoy n'avait qu'à vous écouter. Nous allons raconter à Dumbledore ce qui s'est vraiment passé. Ne vous inquiétez pas, Hagrid. On vous soutiendra, dit Ron. Des larmes apparurent dans les yeux noirs de Hagrid et coulèrent au coin de ses paupières craquelées de rides. Il saisit Harry et Ron par les épaules et les serra contre lui dans une étreinte à leur rompre les os. Je crois que vous avez suffisamment bu, Hagrid, dit Hermione d'un air décidé. Elle prit la chope et sortit de la cabane pour la vider. Elle a peut-être raison, approuva Hagrid en lâchant Harry et Ron qui s'écartèrent d'un pas chancelant en se frottant les côtes. Hagrid s'arracha de sa chaise et rejoignit Hermione au dehors, la démarche incertaine. Harry et Ron entendirent alors un bruit d'éclaboussure. Qu'est-ce qu'il fait s'inquiéta Harry, tandis qu'Hermione revint dans la cabane avec la chope vide. Il a plongé la tête dans le tonneau d'eau, répliqua-t-elle en rangeant la chope. Hagrid réapparut, les cheveux et la barbe ruisselant d'eau. Ça va mieux, dit-il, en se secouant comme un chien mouillé, les trempant tous les trois de la tête aux pieds. C'était très gentil à vous de venir me voir, je suis vraiment... Hagrid s'interrompit et regarda Harry comme s'il venait de s'apercevoir de sa présence. Qu'est-ce que tu fais là, toi fit-il si brusquement que tout le monde fit un bond. Tu n'as pas à traîner dehors quand il fait nuit, Harry. Et vous deux, vous le laissez faire. Hagrid se précipita sur Harry, lui saisit le bras et le poussa vers la porte. Allez, dit Hagrid avec colère, je vais vous ramener au château, tous les trois. Et je peux vous y reprendre. Coucher du soleil, je n'en vaux pas la peine. Chapitre 7. Un épouvantard dans la penderie. Il est très rigolo ce chapitre. En vrai, je pense que je vais lire que chapitre 6 et 7 ce soir. Parce que je suis un peu fatigué, je reprends le boulot demain. Donc oui, puis là, un peu long aussi. Hein, donc on va faire ça. Ce sera que 2 chapitres ce soir du coup. Dans la penderie. Malfoy ne revint en classe que le jeudi, en fin de matinée, pendant le cours commun de potions, qui rassemblait les élèves de Gryffondor et de Serpentard. D'un pas mal, il pénétra dans le cachot où se déroulait le cours. Le bras en écharpe et couvert de bandages, il ne donnait des allures de héros survivant d'une terrible bataille. Ah oui. C'est vrai qu'il est bien ce livre. Comment ça va, Draco minauda Pansy Parkinson. Ça ne te fait très mal? Oui, dit Draco en affichant la grimace de celui qui souffre avec courage. Mais dès que Pansy eut détourné la tête, Harry le vit lancer d'un clin d'œil à Crabbe
Si eux étaient arrivés en retard, jamais Rogue ne leur aurait dit tranquillement de s'asseoir. Ils auraient eu droit à une retenue. Mais Rogue ne punissait jamais Malfoy. Rogue était le directeur de la maison de Serpentard, et généralement, il avantageait ses propres élèves par rapport à ceux des autres maisons. Ce jour-là, ils apprenaient pour la première fois à préparer une potion de ratatinage. Malfoy s'installa avec son chaudron à côté de Harry et de Ron et partagea leur table pour mélanger ses ingrédients. « Monsieur, dit Malfoy, il faudrait que quelqu'un m'aide à couper mes racines de marguerite. Je n'y arrive pas tout seul à cause de mon bras. »« Weasley, vous couperez les racines de Malfoy, dit Rogue sans même lever les yeux. » Le teint de Ron devint rouge brique. « Il n'a rien du tout, ton bras, siffla-t-il en se tournant vers Malfoy. Celui-ci lui adressa un sourire narquois. « Weasley, tu as entendu ce que le professeur Rogue, coupe-moi ses racines. » Attendez, je bouge. Ron prit son couteau, fit glisser vers lui les racines de Malfoy et commença à les couper grossièrement. « Professeur, dit Malfoy de sa voix traînante, Weasley abîme mes racines. » Rogue s'approcha de leur table, jeta un coup d'œil aux racines coupées à la hâte et adressa à Ron un sourire mauvais. « Weasley, vous échangerez vos racines avec celles de Malfoy, dit-il. »« Mais monsieur... » Ron avait passé un quart d'heure à hacher ses propres racines, en prenant bien soin d'en faire des morceaux de taille égale. « Vous m'avez entendu, dit Rogue de sa voix la plus redoutable. Ron poussa ses racines impeccablement coupées vers Malfoy, puis il reprit le couteau. « Monsieur, il faudrait aussi que quelqu'un m'aide à peler ma figue sèche, dit Malfoy d'un ton amusé. »« Potter, vous éplucherez la figue de Malfoy, dit Rogue en lançant à Harry le regard dégoûté qu'il lui réservait habituellement. Harry prit la figue tandis que Ron essayait de recouper convenablement les racines dont il avait hérité. Harry pela aussi vite qu'il put et la jeta à Malfoy de l'autre côté de la table sans prononcer un mot. Malfoy avait un sourire plus grognard que jamais. « Vous avez vu votre copain Hagrid ces temps-ci » demanda-t-il à voix basse. « Ça ne te regarde pas, répliqua sèchement Ron sans lever les yeux. « J'ai bien peur qu'il n'ait pas beaucoup d'avenir comme professeur, dit Malfoy d'un ton faussement désolé. Mon père n'est pas très content de ce qui m'est arrivé. » « Continue comme ça, Malfoy. Il va vraiment t'arriver quelque chose, grogna Ron. Il a protesté auprès du conseil d'administration et aussi auprès du ministère de la magie. Mon père a beaucoup d'influence, comme tu sais. Et avec la blessure que j'ai reçue, il poussa un long soupir qui sonnait faux. Qui sait si je retrouvais jamais l'usage de mon bras. Alors c'est pour ça que tu fais toute cette comédie, dit Harry, dont la main tremblait tellement de colère qu'il décapita par mégarde une chenille morte, pour essayer de faire renvoyer Hagrid. En partie, Potter, répondit Malfoy, baissant la voix. Mais il y a aussi d'autres avantages. Tiens, Weasley, coupe donc ma chenille pour moi. Un peu plus loin, Neville avait des ennuis comme toujours pendant les cours de Rogue qu'il redoutait par-dessus tout. Sa potion, qui aurait dû être verte claire, était devenue orange long du bas, lança Rogue en plongeant d'une louche dans le chaudron pour montrer sa couleur du liquide à toute la classe. Orange! Serait-il jamais possible de vous faire rentrer quelque chose dans votre crâne épais long du bas? Vous n'écoutiez pas quand j'ai dit qu'il suffisait d'un seul foie de rat. Comment faut-il s'y prendre pour vous faire comprendre quoi que ce soit long du bas? Neville, rouge et tremblant, semblait au bord des larmes. « Monsieur, s'il vous plaît, dit alors Hermione, je pourrais peut-être aider Neville. »« Miss Granger, je ne crois pas vous avoir demandé de faire votre intéressante, répliqua Rogue d'un ton glacial. Hermione devint aussi rouge que Neville. Long du bas, poursuivit Rogue, à la fin du cours, nous ferons avaler quelques gouttes de cette potion à votre crapaud
exactement ce qui se passera. Voilà qui va peut-être vous encourager à la préparer convenablement. Rogue s'éloigna, laissant Neville tremblant d'inquiétude. Tu veux bien m'aider, murmura-t-il en se tournant vers Hermione. Et Harry, dit Seamus Finnegan, tu as entendu, dans la gazette du sorcier de ce matin, ils disent qu'on a repéré Sirius Black. Où ça demandèrent Harry et Ron d'une même voix. De l'autre côté de la table, Malfoy écoutait attentivement. Pas très loin d'ici, dit Seamus, l'air surexcité. C'est une moldue qu'il a vue. Bien entendu, elle n'a pas bien compris ce qui se passe. Les moldus pensent qu'il s'agit d'un criminel ordinaire. Alors elle a téléphoné au numéro vert que les gens du ministère sont arrivés. Il était déjà parti. Pas très loin d'ici, répéta Ron en jetant carrément. Il se retourna et vit Malfoy qui les observait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je t'épluche autre chose? Une lueur malfaisante brillait dans le regard de Malfoy qui se pencha par-dessus la table en fixant Harry. Tu veux essayer d'attraper Black à toi tout seul, Potter? Exactement, répondit Harry d'un ton dégagé. Les lèvres minces de Malfoy s'étirèrent en un sourire mauvais. Si j'étais à ta place, dit-il d'une voix basse, j'aurais déjà tenté quelque chose. Je ne resterai pas à l'école comme un gentil garçon. Je sortirai d'ici pour aller le chercher. Qu'est-ce que tu racontes, Malfoy? Dit Ron d'un ton brusque. Tu ne sais donc pas, Potter, chuchota Malfoy en clignant ses petits yeux jaunes pâles. Je ne sais pas quoi. Malfoy laissa échapper un petit ricanement. Tu préfères sans doute ne pas risquer ta peau et laisser les détraqueurs faire le travail, dit-il. Mais si j'étais toi, je me vengerais. J'essayerais de le retrouver moi-même. De quoi tu parles? Dit Harry avec colère. Mais au même moment, Rogue lança. Vous devriez avoir fini de mélanger vos ingrédients maintenant. Il faut laisser la potion chauffer longtemps avant de la boire. Laissez-la infuser. Ensuite, nous essaierons celle de l'Ondupa. Il n'arrive pas à dormir du coup, elle le dit. Et Goyle éclatèrent de rire en regardant Neville qui remuait fébrilement sa potion. Du coin des lèvres, Hermione lui soufflait ce qu'il fallait faire en prenant bien garde que Rogue ne l'entende pas. Harry et Ron rangèrent leurs ingrédients qu'ils n'avaient pas utilisés. Puis, ils allèrent laver leurs ustensiles dans l'évier. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Malfoy? Murmura Harry. Pourquoi est-ce que je devrais me venger de Black? Il ne m'a rien fait. Pas encore. Il a tout inventé, répondit Ron d'un air féroce. Il essaye de te faire une bêtise. La fin du cours approchait, et Rogue s'avança vers Neville recroquevillé près de son chaudron. Venez tous voir ce qui va arriver au crapaud de l'Ondupa, dit Rogue, les yeux étincelants. S'il a réussi à fabriquer une potion de ratatinage, le crapaud va rapetisser jusqu'à redevenir un tétard. Mais si, comme je m'y attends, il a commis une erreur, l'animal sera empoisonné. Les élèves de Gryffondor regardèrent avec appréhension, mais ceux de Serpentard paraissaient très excités. Rogue prit Trevor le crapaud dans sa main gauche, plongea une petite louche dans la potion qui était devenue verte, et en fit couler quelques gouttes dans la gueule du crapaud. Il y eut un moment de silence, puis un petit bruit sec. Trevor s'était transformé en tétard qui frétillait dans la paume de Rogue. Les Gryffondor applaudirent à toute trompe. Rogue, visiblement contrarié, tira de sa poche un flacon et fit couler quelques gouttes de son contenu sur Trevor, qui reprit aussitôt sa forme de crapaud adulte. J'enlève 5 points à Gryffondor, dit Rogue, effaçant d'un coup les sourires de Harry et de ses camarades. Je vous avais interdit de l'aider, Miss Granger, le cours est terminé. Harry, Ron et Hermione remontèrent les marches qui menaient dans le hall d'entrée. Harry ne cessait de penser à ce que lui avait dit Malfoy, tandis que Ron laissait dépenser sa fureur contre Rogue. 5 points de moins à Gryffondor parce que la potion était bien préparée. Pourquoi tu ne lui as pas menti, Hermione? Tu aurais dû lui dire que Neville l'avait fait tout seul. Hermione ne répondit pas. Ron regarda autour de lui. Où est-elle passée? S'étonna-t-il. Et merci pour le raid, c'est trop gentil. Installez-vous.
Merci, merci. À son tour. Merci pour le follow, c'est trop gentil. À son tour, Harry la chercha des yeux. Ils étaient arrivés en haut de l'escalier à présent. Les autres élèves passèrent devant eux et se dirigèrent vers la grande salle pour aller déjeuner. Et bonsoir, bonsoir. Elle était juste derrière nous, dit Ron en fronçant les sourcils. Malfoy, entouré de Crabbe et de Goyle, passa également devant eux. Il adressa un nouveau sourire grognard à Harry, puis disparut. Et merci pour Merci Yas, mais t'inquiète, hein, tu peux laisser... Tu peux désactiver le mode follow, t'inquiète. Ça devrait aller, je pense. J'ai perdu. Elle est là-bas, dit Harry. Hermione, un peu essoufflée, montrait les marches 4 à 4 d'une main. Elle tenait son sac, de l'autre, elle semblait cacher quelque chose sous sa robe. Comment tu as fait ça demanda Ron. Quoi dit Hermione qui les rejoignait. Tu étais juste derrière nous, et une seconde plus tard, tu étais revenu au pied de l'escalier. Comment dit Hermione un peu déconcertée. Ah oui, je suis retournée chercher quelque chose. Oh non. Une couture de son sac avait craqué. Harry n'en fut pas surpris. Le sac était rempli d'une bonne douzaine de gros livres. Pourquoi tu emportes tous ces trucs-là partout demanda Ron. Tu sais bien que j'ai pris beaucoup plus d'options que vous, répondit Hermione le souffle court. Tu peux me les tenir, s'il te plaît. Et merci pour la donation, si gentil. Ron regarda les couvertures des livres qu'elle lui avait donnés. Mais tu n'as aucun de ces cours-là aujourd'hui. Cet après-midi, on a simplement défense contre les forces du mal. Ah oui, c'est vrai, dit Hermione d'un air distrait. Elle reprit les livres. J'espère qu'il y a quelque chose de bon à manger ce midi. Je meurs de faim, ajouta-t-elle en prenant la direction de la grande salle. Tu n'as pas l'impression qu'elle nous cache quelque chose demanda Ron à Harry. Et merci à tous pour le raid et pour les follow, c'est très gentil. Le professeur Lupin n'était pas là lorsqu'ils arrivèrent à leur premier cours de défense contre les forces du mal. Ils s'installèrent dans la classe, sortirent leurs affaires et commençaient à bavarder de choses et d'autres lorsqu'il apparut enfin. Lupin eut un vague sourire et posa son cartable râpé sur le bureau. Il paraissait aussi miteux qu'à l'ordinaire, mais il avait l'air en meilleure santé, comme s'il avait fait quelques bons repas. Bonjour, dit-il. Vous voudrez bien, s'il vous plaît, remettre vos livres dans vos sacs. Aujourd'hui, nous allons faire des travaux pratiques. Vous n'aurez besoin que de vos baguettes magiques. Les élèves échangèrent des regards intrigués et rangèrent leurs livres. Il n'avait encore jamais eu de séance de travaux pratiques en cours de défense contre les forces du mal, à part un épisode mémorable l'année précédente, quand leur ancien professeur avait lâché des lutins dans la classe. Des bisous Pikachu, repose-toi bien. Déconcerté mais intéressé, les élèves lui emboîtèrent le pas. Lupin les fit sortir de la classe et les mena le long du couloir désert où ils croisèrent Peeves, l'esprit frappeur, occupé à boucher le trou d'une serrure avec du chewing-gum. Lorsque le professeur Lupin ne fut plus qu'à 1 mètre de lui, Peeves se mit à chantonner. Lupin, le turlupin, zinzin, zinzin, Lupin, le turlupin. Si insolent et incontrôlable qu'il fût, Peeves manifestait habituellement un certain respect pour les professeurs. Les élèves se tournèrent vers Lupin pour voir comment il allait réagir. À leur grande surprise, il conserva son sourire. « Si j'étais toi, Peeves, j'enlèverais ce chewing-gum de la serrure, dit-il d'un ton joyeux. Russard sera furieux s'il n'arrive pas à ouvrir son placard à balai. » Russard était le concierge de Poudlard. C'était un sorcier raté et hargneux qui menait une guerre sans merci contre les élèves et également contre Peeves. Ce dernier se tint cependant aucun compte de la remarque du professeur à qui il adressa pour toute réponse un bruit sonore et incongru. Le professeur Lupin poussa un faible soupir et sortit sa baguette magique.
se révélait utile, dit-il à ses élèves. Regardez bien. Il leva sa baguette, qu'il pointa vers Peeves et en lança. Vas-y, voici. Avec la force d'une balle de fusil, la boule de chewing-gum sauta du trou de la serrure et alla s'enfoncer dans la narine gauche de Peeves, qui fit volte-face et fila dans les airs en poussant des jurons. Magnifique, s'exclama Dean Thomas, émerveillé. Merci, Dean, répondit le professeur Lupin. Allons-y maintenant. Ils poursuivirent leur chemin. Il y avait à présent du respect dans le regard que posaient les élèves sur leur professeur, aux vêtements miteux. Lupin les emmena dans un autre couloir et s'arrêta devant la porte de la salle des professeurs. Entrez, s'il vous plaît, dit-il en ouvrant la porte. Dans la longue salle lambrisée, remplie de chaises et de fauteuils dépareillés, il n'y avait qu'un seul professeur. C'était Rogue. Assis dans un fauteuil bas, il regarda les élèves entrer. Ses yeux étincelaient et sa bouche s'étira en un ricanement mauvais. Le professeur Lupin pénétra à son tour dans la salle et s'apprêta à refermer la porte derrière lui. Ne fermez pas, Lupin, dit Rogue. Je préfère ne pas voir ça. Il se leva et passa devant les élèves, les pans de sa longue robe noire tourbillonnant derrière lui. Lorsqu'il fut sur le seuil de la porte, il fit volte-face et dit « On ne vous a peut-être pas averti, Lupin, mais il y a dans cette classe un nommé Neville Londubat, et je vous conseille vivement de lui épargner tout exercice difficile, sauf si Miss Granger est là pour lui souffler ce qu'il faut faire. » Neville devint écarlate. Harry lança à Rogue un regard noir. Il était suffisamment pénible qu'il s'acharne sur Neville dans ses propres cours. Ce n'était pas la peine qu'il le ridiculise devant d'autres professeurs. Merci pour le follow, c'est gentil. Installez-vous bien. Lupin haussa les sourcils. J'espérais que Neville m'aiderait à réaliser la première partie de l'expérience, dit-il, et je suis sûr qu'il s'en tirera à merveille. Le visage de Neville devint encore plus rouge. Rogue eut un rictus méprisant, mais il n'ajouta rien et sortit en refermant la porte dans un claquement sec. Lupin fit signe aux élèves d'avancer dans le fond de la salle, où il y avait une vieille penderie qui servait à ranger des robes de professeur. Lorsqu'il passa devant la penderie, elle se mit à trembler dans un grand bruit. Ne vous inquiétez pas, dit Lupin d'une voix rassurante en voyant quelques élèves faire un bond en arrière. Il y a un épouvantard là-dedans. La grande majorité de la classe sembla convaincue que c'était précisément une raison de s'inquiéter. Neville regarda le professeur d'un air terrifié, et Seamus Finnegan contempla avec appréhension les poignées de la porte qui s'étaient mises à s'agiter. Les épouvantards aiment les endroits sombres et confinés, dit le professeur. Les armoires, les penderies, les espaces sous les lits, les placards sous les éviers. Un jour, j'en ai vu un qui s'était installé dans une vieille horloge de grand-mère. Celui-ci est arrivé hier après-midi et j'ai demandé au directeur l'autorisation d'en profiter pour faire une séance de travaux pratiques. La première question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qu'un épouvantard? Hermione leva aussitôt la main. C'est une créature qui change d'aspect à volonté en prenant toujours la forme la plus terrifiante possible. Je n'aurais pas pu donner une meilleure définition, approuva le professeur Lupin. Hermione rayonnait. Ainsi donc, l'épouvantard qui s'est installé dans cette penderie n'a encore pris aucune forme. Il ne sait pas encore ce qui pourrait faire peur à la première personne qui se présenterait de l'autre côté de la porte. Nul ne peut dire à quoi ressemble un épouvantard quand ils sont tout seuls, mais lorsque je le laisserai sortir, il prendra immédiatement la forme qui ferait le plus peur à chacun d'entre vous. Ce qui signifie que nous avons un énorme avantage sur lui. Pouvez-vous me dire lequel, Harry? Essayant de ne pas prêter attention à Hermione qui s'était dressée sur la pointe des pieds en levant le doigt, Harry tenta une réponse. Étant donné que nous sommes nombreux, il ne saura pas quelle forme prendre pour faire peur à tout le monde en même temps, dit-il. Exactement, approuva le professeur.
professeur Lupin, tandis qu'Hermione, déçue, baissait la main. Il vaut toujours mieux se trouver en compagnie de quelqu'un quand on a affaire à un épouvantard, car alors il ne sait plus quoi faire. Sous quelle forme apparaître? Un cadavre sans tête ou une limace anthropomorphage? Un jour, j'ai vu un épouvantard commettre une erreur. Il a essayé de faire peur à deux personnes à la fois, et il s'est transformé en une demi-limace, ce qui n'avait rien de très effrayant. Il existe un moyen très simple de se débarrasser d'un épouvantard, mais qui exige une grande concentration mentale. Pour le neutraliser, il suffit en effet d'éclater de rire. Ce qu'il faut faire, c'est l'obliger à prendre une forme que vous trouvez désopilante. Pour commencer, nous allons nous exercer sans baguette magique. Répétez après moi. Ridiculus. Ridiculus, répéta le chœur des élèves. Très bien, mais ça, c'est le plus facile, car le seul mot ne suffit pas. Et c'est là que vous allez intervenir, Neville. La penderie se mit à trembler à nouveau, mais moins que Neville qui s'avançait comme s'il était à l'échafaud. Très bien, Neville, dit le professeur, pour commencer. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur au monde? Les lèvres de Neville remuèrent, mais aucun son n'en sortit. Désolé, je n'ai pas compris ce que vous avez dit, lança Lupin d'un ton joyeux. Neville jeta un coup d'œil affolé autour de lui, comme s'il implorait de l'aide. Puis, dans un souffle, il dit « Le professeur Rogue ». Il y eut un éclat de rire. Neville lui-même eut un sourire d'excuse. Lupin, lui, avait l'air songeur. « Le professeur Rogue. Neville, vous habitez chez votre grand-mère, je crois. » Oui, répondit Neville mal à l'aise. Et je ne voudrais pas non plus que l'épouvantard prenne son aspect. Non, vous ne m'avez pas compris, dit le professeur Lupin, avec un sourire. Pouvez-vous nous dire comment votre grand-mère s'habille généralement? Neville parut surpris. Elle porte toujours un grand chapeau avec un vautour empaillé et une longue robe verte le plus souvent, avec parfois une étoffe de renard. Est-ce qu'elle a un sac à main? Demanda Lupin. Oui, un grand sac rouge, dit Neville. Parfait. Maintenant, pourriez-vous représenter ces vêtements très bien? Pouvez-vous les voir dans votre tête? Oui, répondit Neville d'une voix mal assurée, en se demandant ce qui l'attendait. Lorsque l'épouvantard jaillira de cette penderie et vous verra devant lui, Neville, il prendra instantanément du professeur Rogue, dit Lupin. À ce moment-là, vous lèverez votre baguette magique comme ceci, et vous crierez Ridiculus en pensant très fort au vêtements de votre grand-mère. Si tout se passe bien, l'épouvantard qui aura pris l'apparence du professeur Rogue se retrouvera appelé d'un chapeau en velours, d'une robe verte et d'un grand sac rouge. À nouveau, les élèves éclatèrent de rire et la penderie trembla si violemment que jamais. Si Neville réussit, il est probable que l'épouvantard s'intéressera à chacun d'entre vous à tour de rôle, poursuivit Lupin. Je voudrais donc que chacun de vous réfléchisse à ce qui lui fait le plus peur, en imaginant le moyen de se transformer en quelque chose de comique. Un grand silence s'installa. Harry réfléchit. Qu'est-ce qui lui faisait le plus peur au monde? Ah, attendez, ouais, mais il n'y a pas la Cam Canap, il y a... Ils sont pas là. Ils étaient là en début de live, c'est dommage. Attendez, pourquoi ça marche pas? De toute façon, je peux... voilà, là je l'ai installé, mais ça marche, enfin ça marchera pas. Si ça va marcher, mais vous allez avoir le canapé, quoi. Ce qui n'est pas ouf, puisqu'il n'y a personne dessus actuellement. D'habitude, il y a les toutous. Là, ils sont partis se coucher. Il pensa d'abord de mort qui aurait retrouvé toute sa force. Mais avant qu'il ait pu songer à un moyen de ridiculiser un épouvantard Voldemort, une image terrifiante lui vint à l'esprit. Une main luisante, putréfiée, se glissa sous une cape noire. Une longue respiration lui ressemblait à un râle et prit un froid si pénétrant qu'il avait l'impression de se noyer dans une eau glacée.
se concentrer. Ron marmonnait. Il faut lui enlever les pattes. Harry avait deviné à quoi il pensait. Ron avait une peur bleue des araignées. Tout le monde est prêt, demanda le professeur Lupin. Harry fut secoué d'un frisson de terreur. Il ne se sentait pas prêt. Comment faire pour rendre un détraqueur moins effrayant? Mais il ne voulait pas demander de détails supplémentaires. Les autres, eux, étaient tous prêts à tenter l'expérience. Neville, vos camarades vont reculer pour vous laisser le champ libre, d'accord? Je vous embellerai ensuite un à un. Les autres élèves reculèrent vers le mur du fond, laissant Neville seul devant la penderie. Il avait le teint pâle et semblait terrorisé, mais il avait remonté les manches de sa robe de sorcier qui tenait sa baguette prête. Attention Neville, je compte jusqu'à 3, dit le professeur Lupin qui pointait sa propre baguette magique sur la poignée. 1, 2, 3, c'est parti. Un bouquet d'étincelles jaillit de l'extrémité de la baguette de Lupin, vint frapper la poignée de la porte qui s'ouvrit si brusquement. Le nez crochu, l'air menaçant, le professeur Rogue sortit aussitôt de la penderie en fixant Neville d'un regard flamboyant. Neville recula d'un pas, sa baguette brandie, et remua les lèvres sans parvenir à prononcer la moindre parole. Rogue s'avança vers lui, en cherchant sa baguette magique dans une poche de sa robe de sorcier. Ridiculus, dit Neville d'une petite voix aiguë. Il eut alors un bruit semblable à un claquement de fouet. Rogue trébucha et se retrouva soudain avec une robe longue ornée de dentelle, un grand chapeau surmonté d'un vautour empaillé, mangé au mythe, et un énorme sac cramoisi qu'il tenait à la main. Un grand éclat de rire retentait dans la salle. L'épouvantard hésita, visiblement déconcerté, et le professeur Lupin appela alors « Parvati, à vous !» Parvati s'approcha, l'air décidé. Rogue se tourna vers elle, et lui eut un nouveau claquement, et une momie, enveloppée de bandelettes ensanglantées, apparut à sa place. La momie, au visage aveugle, s'avança lentement vers Parvati, entraînant les pieds. Elle leva les bras raides et « Ridiculus !» s'exclama Parvati. Une des bandelettes tomba alors par terre, et la momie se prit les pieds dedans, déséquilibrée. Elle tomba en avant, et sa tête se détacha sous le choc en roulant par terre. « Sémus, à vous !» lança le professeur Lupin. Sémus se précipita. Clac! La momie laissa place à une femme aux cheveux noirs qui lui tombait jusqu'aux pieds et au visage verdâtre et squelettique, un spectre de la mort. La créature ouvrit ce qui lui tenait lieu de bouche et poussa une longue blague stridente qui fit se dresser les cheveux sur la tête de Harry. « Ridiculus !» s'écria Sémus. Le spectre porta aussitôt les mains à sa gorge qui était devenue à faune. Clac! Le spectre se transforma en un gros rat qui se mit à courir après sa queue, puis en un serpent à sornettes, puis en un œil gigantesque injecté de sang. « Il ne sait plus où il en est !» s'écria Lupin. « On y arrive, Dean !» Clac! L'œil se métamorphosa en une main coupée qui rampait sur le sol comme un crabe. « Ridiculus !» lança Dean, et la main se retrouvait prise dans un piège à souris. « Excellent! À vous, Ron !» Clac! Des hurlements retentirent. Une araignée géante d'1,80 m de haut, couverte de poils répugnants, s'avança vers Ron en faisant cliqueter ses grosses pinces menaçantes. Pendant un instant, Harry vit que Ron était paralysé de terreur, mais... « Ridiculus !» hurla Ron. « Merci pour le follow, c'est gentil. » Les pattes de l'araignée disparurent aussitôt, et l'animal se mit à tourner plusieurs fois sur lui-même, comme un tonneau, avant de s'arrêter enfin devant Harry. Celui-ci leva sa baguette, mais... « Ici !» cria soudain le professeur Lupin en se précipitant. Clac! L'araignée, sans pattes, se volatilisa. Pendant un instant, tout le monde la chargea des yeux. Puis, une sphère argentée apparut dans les airs devant le professeur Lupin, qui lança
Ridiculus, d'un ton presque nonchalant. Clac. Allez, Neville, finissez-en avec lui, dit Lupin, tandis que l'épouvantail retombait par terre sous la forme d'un cafard. Merci beaucoup, c'est gentil. Clac, Rogue réapparut cette fois. Neville s'avança vers lui d'un pas décidé. Ridiculus, cria-t-il. Pendant une fraction de seconde, Rogue se retrouva à nouveau vêtu d'une longue robe ornée de dentelle, mais Neville éclata de rire, et l'épouvantail explosa alors dans une multitude de petites fumées avant de disparaître définitivement. Excellent, s'exclama le professeur Lupin sous les applaudissements de toute la classe. Bravo, Neville. Bravo tout le monde. Voyons, je vais donner à Gryffondor 5 points pour chaque élève qui a terrassé l'épouvantail. Et 10 pour Neville qui a réussi à le faire 2 fois. 5 points aussi pour Hermione et Harry. Mais je n'ai rien fait, dit Harry. Avec Hermione, vous avez répondu correctement aux questions que j'ai posées au début du cours, Harry, dit Lupin, d'un ton léger. Encore bravo à tout le monde. Comme devoir, vous lirez le chapitre sur les épouvantards et vous me ferez un résumé pour lundi. Ce sera tout. Surexcités, les élèves quittèrent la salle de professeur avec un grand brouhaha. Seul Harry n'était pas très content. Le professeur Lupin l'avait délibérément empêché d'affronter l'épouvantail. Pourquoi? Était-ce parce qu'il avait vu s'évanouir dans le train et qu'il ne le croyait pas capable de réussir l'exercice? Avait-il eu peur que Harry s'évanouisse à nouveau? Apparemment, personne d'autre n'avait rien remarqué. « Tu m'as vu avec le spectre, s'écria Sémus. « Et moi avec la main coupée, répliqua Dean. Je me demande pourquoi le professeur Lupin a peur des boules argentées, dit Lavande Brown d'un air songeur. C'est le meilleur cours de défense contre les forces du mal qu'on ait jamais eu, s'exclama Ron, ravi, tandis que les élèves retournaient dans la salle de classe pour prendre leurs affaires. Apparemment, c'est un très bon prof, ajouta Hermione. Mais j'aurais bien aimé affronter l'épouvantail, moi aussi. Qu'est-ce que tu crains le plus, toi? Demanda Ron avec un rire moqueur. Faire un devoir qui n'aurait pas 19 sur 20. Et voilà. On a fini le chapitre. En vrai, j'ai dit que je lisais aussi le chapitre 8, mais on va s'arrêter là parce que je suis très fatigué et que je travaille demain. On continuera, la suite ce sera dimanche soir pour la lecture. Sinon demain soir, je suis en live mais sur du jeu vidéo. C'est sur Ghost of Tsushima. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. C'est très sympa. Ce sera, comme j'ai jamais fait le jeu, pas de spoil bien sûr. C'est un peu d'exploration. Et aussi surtout de l'histoire en fait du jeu. Voilà. Voilà. Jeudi, on continue Naruto. En jeu aussi, donc jeu de combat. Et après, ce sera dimanche soir. On poursuit Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous remercie tout le monde pour les raids, pour les donations, surtout pour les nouveaux. Ça fait super plaisir. Et du coup, grâce à vous, on a passé la barre des 200. Aujourd'hui, c'est plutôt cool. Et voilà, je vous fais